Le président Guillaume Kibafori Soro a accordé une interview aux médias camerounais le mercredi 24 juillet 2013 dans son bureau provisoire de l'Assemblée nationale. C'est au total 5 organes de presse qui sont venus à la rencontre de M. Soro. Ce sont les quotidiens Mutation et Cameroun Tribune, ainsi que les télévisions Canal 2, STV et CRTV, qui est l'équivalent de la RTI chez nous. Cette équipe de journalistes a été conduite par M. Dosso Adama, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Cette rencontre a été engagée il y a plus d'1 an par ces journalistes camerounais qui ont suivi la crise ivoirienne avec beaucoup d'intérêt. Ils sont donc en Côte d'Ivoire pour échanger avec le président Soro, afin de mieux comprendre la crise qui a secoué le pays. M. Guillaume Kibafori Soro a donc profité des questions des journalistes camerounais pour donner sa vision sur la non-participation du FPI à la vie politique du pays. Il a répondu à M. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale sous le régime précédent, qui affirme que les postes de responsabilité sont dévolus aux hommes du Nord. De ses relations avec M. Charles Blé Goudé. Concernant la crise post-électorale, le président Guillaume Kibafori Soro a donné des réponses claires sur les poursuites de la Cour pénale internationale. Il a aussi expliqué son parcours, sa vision sur l'avenir du continent africain et le rôle de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Enfin, le président Guillaume Kibafori Soro a affirmé qu'il n'est pas un homme d'ambition, mais plutôt un homme de mission et en mission pour son pays et ses habitants. Que le FPI, en tant que parti politique, n'ait pas eu à assumer la responsabilité que confère le rôle de parti d'opposant. Parce que les gens pensent que quand on est un parti de l'opposition, on n'a pas de responsabilité. Ah non. On a de la responsabilité. C'est de participer et de contribuer à la vie politique de la nation. C'est écrit dans la Constitution. Donc vous ne pouvez pas vous mettre en marge de la République. Donc je déplore le fait que le FPI, volontairement, ait refusé de rentrer au gouvernement, ait refusé de participer aux élections législatives et ait refusé de participer aux élections locales. Ayant dit cela, notre Assemblée est parfaitement représentative. Parce que l'élection législative et la démocratie qui est consacrée à l'Assemblée nationale, ce n'est pas la démocratie des partis politiques. Ce n'est pas la démocratie des partis politiques. C'est la démocratie du peuple. Parce que dans notre Assemblée, peut-être contrairement à d'autres assemblées, dans notre Assemblée, tout citoyen est libre d'être candidat aux législatives. De sorte que dans notre Assemblée, il y a des députés qu'on appelle députés indépendants. Parce qu'ils refusent de s'organiser dans un parti politique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être différent au Cameroun, je ne connais pas la situation au Cameroun, mais je dis qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est le citoyen qui peut aller se déclarer candidat. Donc, notre Assemblée n'a aucun complexe et est totalement représentative du moment où il y a un maillage complet de tout le territoire national. Il n'y a pas une seule portion de terre de notre pays qui n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Maintenant, comme ce n'est pas une démocratie des partis politiques, nous considérons que nous sommes parfaitement représentatifs. Monsieur le Président, pour en revenir à la justice, qu'est-ce que vous dites ou alors comment vous réagissez à ceux qui parlent de justice des vainqueurs chaque fois qu'il est question de justice en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Vous avez bien raison. Sauf que moi, je n'ai jamais vu la justice des vaincus. Maintenant, si vous connaissez un pays où on fait la justice des vaincus, vous savez, je suis docile, je suis prêt à aller là-bas apprendre. Mais je sais bien qu'en 2000, quand M. Gbagbo était au pouvoir, et qu'il y a eu les charniers ici à Abidjan, je ne sais pas si ils ont appliqué la justice des vaincus à l'époque. Parce que Gbagbo a quand même dirigé le pays pendant 10 ans. Il est comptable de faits, de crimes. Je me souviens, mon numéro 2, au sein des Forces Nouvelles, M. Louis Dakouri Tablé, parce que son petit frère s'appelle Benoît Dakouri Tablé, il a été exécuté. Gbagbo était au pouvoir. Mais vous-même, les journalistes, Jean-Hélène a pris une balle dans la tête ici au plateau. C'est pas très loin là. Vous pourrez aller leur montrer là où Jean-Hélène a été exécuté. Pourquoi? Jean-Hélène n'avait pas une arme dans la main. Il avait un bic. Qui fait? Son corps a disparu. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la justice des vaincus.
Mais si c'est ça, nous, on n'a pas envie de tuer des journalistes. Donc notre problème, c'est un slogan politique. La justice des vainqueurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate. Et nous sommes en train de construire une république de démocratie. Tous ceux qui auront commis donc des actes répréhensibles seront devant la justice. Récemment, il y avait un monsieur, comment on l'appelle, Ouremi, c'est bien ça? Amadé, qui était dans une forêt. J'ai lu dans les articles, c'est l'homme de Soro, c'est l'homme de Soro, il a une forêt, mais il a été arrêté. Est-ce que vous savez le nombre de FRCI, de jeunes combattants, qui ont été arrêtés, demandés au ministre de la Défense, qui ont été arrêtés, bien qu'ils considéraient qu'ils étaient dans la cause et qu'ils combattaient Gbagbo. Mais s'ils avaient commis des actions négatives, on les a arrêtés. J'étais ministre de la Défense, on m'a amené leur liste. J'ai dit, il n'y a pas de protection, la justice c'est la justice. Maintenant, quand vous dites justice des vainqueurs, mais soyons sérieux, il y a combien d'Ivoiriens à la CPI? Il n'y en a qu'un seul. Donc, où est l'injustice? Il n'y en a qu'un seul. Et le seul, c'est celui qui a refusé de laisser le pouvoir et qui a entraîné son pays dans la guerre civile. Donc, je pense qu'il faut laisser la justice se faire. Il y a des slogans qui sont comme ça disséminés partout. Justice des vainqueurs, ça ne rime en rien en Côte d'Ivoire. Président, on a fait quand même le tour du pays depuis des semaines, comme le professeur Koulibaly. Il y a un déséquilibre dans la répartition des postes actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de fonctions officielles qu'on leur redonne aux originaires du Nord. Est-ce que vous le sentez pas? Ça, c'est un intellectuel, l'embouche me choque. Je vous assure, on ne peut pas gouverner nos États avec les ethnies. Ce qui doit être mis à l'avant, c'est la compétence. Si je devrais poser la question à tel ou tel avant de l'embaucher, son ethnie, mais c'est une dérive. Et la seule personne en Côte d'Ivoire qui ne devait pas tenir ce discours, c'est le nom que vous avez prononcé. Il était président de l'Assemblée nationale ici. Je n'ai pas pour habitude donc de porter la critique à des prédécesseurs. Mais vouloir aussi faire l'opposition ne doit pas amener forcément à créer des problèmes. Laissons le débat ethnique de côté. Moi, je suis président de l'Assemblée nationale. Je suis du nord de la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas musulman. Je suis chrétien, catholique, et je ne me sens pas oppressé dans ce pays où il y a un président de la République qui est musulman. Donc on arrête de véhiculer ce venin qui a divisé la Côte d'Ivoire. M. Ouattara est venu avec une coalition du PDCI dans le cadre du RHDP. Il est normal qu'il puisse gouverner avec cette coalition. C'est le même Mamadou Koulibaly qui a déclaré ici, sous le régime Gbagbo, que les recrutements étaient faits sur la base BT. Je peux vous trouver sa déclaration. Alors, c'est devenu un fonds de commerce pour lui. Sous tous les régimes, qu'il soit de Gbagbo ou qu'il soit de Ouattara, qu'ils remettent la même musique sur l'ethnicisme. Et ça, c'est dangereux. C'est le même qui, en terre camerounaise, a déclaré qu'il était le djoula de service du FPI. Je pense que c'est un intellectuel, il a été professeur. On aimerait mieux l'entendre sur les questions économiques que sur les questions d'ethnie. Et je pense que cette année doit revoir sa rhétorique politique. J'ai eu Blé Goudé au téléphone. Touré, rappelle-moi peut-être. Je l'ai eu à une semaine de son arrestation au Ghana. Par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés
Et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place, au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire « Oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes hôtes ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. » Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par la petite porte. Il est où en ce moment? Je n'en sais rien, il est au main du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité. Mr. President, there is, I just want you to probably say something in English, because I know that... I will do it at the end, okay? Okay. But then the question is, when you look back at, because this year will mark about 2 years that President Ouattara is in power, and a lot of things have been happening. There's some progress, which is visible. When you look at the future, is it bright? Moi, en tout cas, je suis optimiste pour notre continent. Pour des raisons très simples. Quand vous regardez par exemple la sous-région ouest-africaine, nous avons un taux de croissance qui oscille entre 6 et 7%. Ça montre bien que nos économies se réveillent. La Côte d'Ivoire a fait un taux de croissance de 9,8%. Nous avons frôlé les 2 chiffres. Quand je le dis, on peut trouver que c'est subjectif, mais allez sur le site du FMI. C'est le FMI qui a donné ce chiffre. On ne va quand même pas dire que le FMI fait de la complaisance. Donc, je pense que nos économies se réveillent et le potentiel est énorme. Tout le monde s'accorde à reconnaître que l'Afrique est le continent de l'avenir. Quand on voit l'intérêt que l'Asie porte à l'Afrique, quand on voit l'intérêt que l'Europe porte à l'Afrique, du point de vue économique, il y a de l'espoir. Du point de vue politique et de la démocratie, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Ce ne sont pas les crises au Mali, maintenant en Égypte ou ailleurs, qui peuvent annihiler tous les progrès que nous avons faits vers la démocratie. Rappelez-vous, dans les années 90, l'élection présidentielle était organisée par le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Mais dans tous nos pays, quasiment, on a arraché cette prérogative au ministère de l'Intérieur, on l'a confiée à des instances plus ou moins, comment on appelle, indépendantes. Donc, à mon avis, il y a des progrès qui sont en train de se faire et ces progrès vont continuer dans le sens de la bonne direction. Évidemment, on peut être impatient parce qu'on aurait voulu que les choses avancent plus rapidement. Mais je suis convaincu pour 2 raisons. Premièrement, l'éveil des consciences des peuples. Les peuples aujourd'hui ne sont plus ces populations de 1960. Regardez la formidable interview de ce jeune de 12 ans en Égypte, dont la vidéo circule sur Internet, qui dit des choses extraordinaires à son âge. Donc, les populations, il y a un réel éveil des populations. Il y a une vraie prise de conscience des populations qui ne permettent plus aux gouvernants de faire ce qu'ils veulent. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est l'explosion qu'il y a des médias. Vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc, on ne peut plus gouverner comme on gouvernait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, ça montre bien que
les choses vont dans le bon sens et que nous sommes, en tout cas, obligés de marcher dans les sillons de la démocratie. Monsieur le Président, si vous permettez, on sort un tout petit peu de la Côte d'Ivoire. Vous rentrez d'Égypte. Vous avez été mandaté par l'Assemblée de la francophonie. Quels sont les critères qui ont contribué à ce qu'on vous envoie là-bas? Vous êtes pourtant l'un des plus jeunes, sinon le plus jeune président d'Assemblée des pays d'Afrique. Est-ce qu'il y a eu d'autres raisons, peut-être parce que vous avez hébergé la 39e Assemblée? Je dois dire que je suis tout autant surpris que vous. Je ne m'attendais pas à être désigné par l'Organisation internationale de la francophonie comme chef de mission pour un pays aussi important comme l'Égypte. L'Égypte, c'est l'Égypte millénaire des civilisations, les premières civilisations, la Nubie, souvenez-vous. Donc c'est cette Égypte-là. L'Égypte qui est la troisième population africaine avec 84 millions d'habitants. L'Égypte, ce territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés. Donc c'est quand même une mission importante. Et j'imagine que j'ai été élu vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Certainement que c'est autant de critères qui ont milité en faveur du choix qui s'est porté sur ma personne. Donc j'ai été tout aussi surpris que vous quand le président Alassane Ouattara m'a appelé pour me dire qu'il a été saisi par la francophonie, notamment le secrétaire général Abdou Diouf, qui demandait l'accord de la Côte d'Ivoire pour me désigner comme étant chef de mission. Mais ce qui, au-delà du choix de ma personne, ce qui est important et que je veux partager avec vous, c'est la situation que nous avons trouvée en Égypte. Évidemment, c'est une situation très tendue, elle est complexe, parce que là-bas, vous avez, je ne dirais pas un mélange des genres, mais vous avez quand même la question de la religion en politique, etc., et même dans la Constitution, les références donc à une religion qui complexifie la situation égyptienne. Nous, on n'a pas, nous sommes dans des États laïques, hein, par exemple la Côte d'Ivoire, je crois le Cameroun aussi, donc on n'a pas la même perception de ces questions politiques. Alors, pour résumer la situation égyptienne, disons que il faut identifier les acteurs. Vous avez l'armée, qui est une institution vraiment, qui est un acteur. Là-bas, l'armée, disons, pèse autour de 30% du PIB de l'Égypte. Donc c'est une armée, quand même, qui sont des usines, donc c'est une vraie institution. Et depuis 1952, quand le roi a été renversé en Égypte, tous les présidents sont sortis de l'armée. Vous le savez bien, le dernier en date Moubarak, après Moubarak, l'armée a géré la période de la transition. Donc vous avez l'armée, vous avez les islamistes. Dans les islamistes, vous avez entendu parler des frères musulmans, mais il y a aussi les salafistes avec leur parti Al-Nour, donc ce sont les islamistes. C'est un courant religieux, politique, qui considère que l'inspiration des lois, etc., doit venir plus ou moins de la charia. J'essaie de vous expliquer, c'est très complexe à expliquer. Et puis vous avez l'opposition libérale. L'opposition libérale, c'est les Amr Moussa, les El Baradei, qui se sont regroupés dans ce qu'on appelle le Front du Salut National. Et dans le Front du Salut National, aux côtés des partis politiques, vous avez aussi les religions, comme les Coptes, la minorité chrétienne en Égypte. Vous avez aussi des musulmans, Al-Azhar, le grand imam connu, qui sont dans le Front du Salut National. Donc, vous avez les islamistes, les frères musulmans et les salafistes. Mais les salafistes, ils sont encore nuancés. Et vous avez donc le Front du Salut National avec tous les partis que je viens de désigner. Donc la situation, voici les acteurs. Évidemment, le Front du Salut National est favorable à l'armée
et à travailler avec l'armée pour mettre en place le gouvernement actuel. Ce qui fait que des membres du Front du Salut National sont dans le gouvernement actuel. Al-Baradei, vice-président, et bien d'autres dans le gouvernement actuel. Alors, donc, voilà la situation complexe que nous avons trouvée. Mais la délégation que nous avons eu à conduire là-bas a été bien inspirée de s'atteler à rencontrer toutes les parties. Nous avons rencontré tout le monde, une quarantaine d'interlocuteurs. Nous sommes allés sur le terrain. Nous sommes allés dans le quartier général des frères musulmans, n'est-ce pas, à Rabia Adewiya, qui est leur quartier général. Nous les avons rencontrés, nous avons parlé avec les frères musulmans. Comme nous avons rencontré les membres du gouvernement, le président intérimaire, le vice-président El Baradei, le vice-premier ministre, le général Sissi, le ministre des Affaires étrangères, famille, et le ministre donc de la Justice. Il s'agissait pour nous de prendre ces contacts-là. Nous avons pris ces contacts. Nous avons aussi rencontré les tamaraudes, là, les jeunes qui ont initié la pétition. Donc, prise de contact, recueil d'informations, mais aussi on a passé des messages très clairs donc, aux autorités pour dire que nous étions attachés au rétablissement donc, de la démocratie et de la liberté pour le peuple égyptien et que nous étions préoccupés par les questions des droits de l'homme, notamment le traitement de l'ancien président Morsi. Donc nous avons fait tout ce travail, consigné dans un rapport que nous avons transmis au secrétaire général, quitte aux instances de la francophonie, de se réunir et de prendre la décision de la suspension de l'Égypte ou non de ces instances. Monsieur le Président, juste une dernière question, on va prendre tout votre temps. C'est une question qui va s'adresser à l'homme, Soro même, pas seulement au président de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que l'homme Soro voit son avenir en Côte d'Ivoire? On vous dit très ambitieux. Et donc, à quoi ressemblera demain pour vous? Je n'ai jamais échappé à cette question. C'est normal, je le concède parce que, d'abord, je suis jeune, et très rarement on voit des jeunes présidents d'assemblée. Hein, donc, quand on voit un jeune président d'assemblée, on peut dire il est pétri d'ambition, il en veut, etc. Ensuite, c'est peut-être le parcours. Quand vous avez été ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée, forcément, les journalistes ne peuvent que se poser ces questions-là. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas... Si vous avez regardé mon parcours, la constance, je ne suis pas un homme d'ambition, je suis un homme de mission. Chaque fois que j'ai eu une responsabilité, j'ai eu à cœur d'accomplir ma mission. Quand j'étais Premier ministre, je me suis attelé à réaliser la mission qui m'était confiée sans ambition particulière. La mission qui m'était confiée quand j'étais Premier ministre, c'était d'organiser l'élection. Vous savez, si j'avais, à côté de cette mission, une ambition de devenir président ou de devenir Premier ministre, j'aurais raté ma mission. Parce que j'aurais fait des calculs. Je me serais allié à tel ou tel qui aurait été favorable à tel ou tel pour réaliser mon ambition. Je suis un homme de mission. Quand on me confie une mission, j'accomplis ma mission. J'étais Premier ministre, sous Gbagbo, c'était pour organiser l'élection, j'ai organisé l'élection. J'étais Premier ministre, ministre de la Défense, sous Ouattara, c'était pour l'installer dans le fauteuil présidentiel, j'ai réalisé ma mission, j'ai envoyé M. Ouattara au palais présidentiel dans ses prérogatives. Je suis président de l'Assemblée nationale, c'est pour faire en sorte que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire rayonne et tienne sa place au cœur de la République. Un an après mon accession à l'Assemblée nationale, nous sommes réintégrés à la francophonie. Nous venons d'organiser la 39e session et la 6e édition du Parlement francophone des jeunes qui a réuni ici en Côte d'Ivoire 400 délégués. C'est autant d'ambassadeurs pour la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et à peine avoir organisé donc la 39e session, je suis désigné chef de mission
en Égypte, pense que je suis en train de réaliser ma mission à la tête de l'Assemblée nationale. Donc, je ne suis pas un homme d'ambition, je suis un homme de mission. Et après, Monsieur le Président? Après l'Égypte, si un autre pays m'est accordé, j'irai là-bas. Après, Monsieur le Président? Après la mission. Après la mission. Voilà.